Bonjour les troisième 4. Alors, comme promis, on va faire la correction de la première séance que je vous avais donc donné à faire pour aujourd'hui ou demain, je sais plus, enfin pour ce début de semaine. Donc je vais essayer de faire passer par ce logiciel-là, où vous pouvez entendre ma voix, vous pouvez voir ce que je fais, comme Monsieur Gandré fait avec son tableau interactif. Et puis, bah, vous pouvez vous corriger. Donc l'idéal, c'est que vous le fassiez sur la feuille où vous avez déjà donné vos réponses. Vous notez séance 1, comme d'habitude, l'homme et le corps. Et puis c'est parti. Alors, tout d'abord, la première chose qu'il y avait, c'était le texte de Foucault. Donc, je pense que vous l'avez déjà lu. Alors, il faut savoir qu'avec ce logiciel, j'ai droit à 15 minutes. Donc, il est possible qu'il y ait une partie 1, une partie 2. En tout cas, si je veux lire les textes, c'est un peu mieux. Donc, je vais le relire avec vous. Mon corps, topie impitoyable. Et si par bonheur je vivais avec lui dans une sorte de familiarité usée, comme avec une ombre, comme avec ces choses de tous les jours que finalement je ne vois plus, et que la vie a passé à la grisaille. Comme avec ces cheminées, ces toits qui moutonnent chaque soir devant ma fenêtre, mais tous les matins même présence, même blessure. Sous mes yeux se dessine l'inévitable image qu'impose le miroir. Visage maigre, épaules voûtées, regard myope, plus de cheveux vraiment pas beaux. Et c'est dans cette vilaine coquille de ma tête, dans cette cage que je n'aime pas, qu'il va falloir me montrer et me promener. À travers cette grille qu'il faudra parler, regarder et être regardé. Sous cette peau, croupir. Mon corps, c'est le lieu sans recours auquel je suis condamné. Je pense, après tout, que c'est contre lui, et comme pour l'effacer, qu'on a fait naître toutes ces utopies. Le prestige de l'utopie, la beauté, l'émerveillement de l'utopie, à quoi sont-ils dus? L'utopie, c'est un lieu hors de tous les lieux, mais c'est un lieu où j'aurai un corps sans corps, un corps qui sera beau, limpide, transparent, lumineux, véloce, colossal dans la puissance, infini dans sa durée, délié, invisible, protégé, toujours transfiguré. Et il se peut bien que l'utopie première, celle qui est la plus indéracinable dans le cœur des hommes, ce soit précisément l'utopie d'un corps incorporel. Michel Foucault, L'utopie du corps, conférence radiophonique, 1966. Alors tout d'abord, il faut savoir que Michel Foucault, c'est un philosophe contemporain. Donc il est décédé depuis, mais c'est quand même voilà un philosophe assez euh, contemporain de notre société. Donc il a réfléchi à énormément d'éléments. Et là, il parle du corps. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle du corps, mais il parle surtout de son corps à lui. Donc, ça veut dire qu'il y a une part de subjectivité par rapport à ce qu'il nous indique. Donc, quels sont les éléments négatifs énumérés par l'auteur concernant ce corps? C'est la première question. Alors, je suis désolée, ça va un petit peu vous donner le mal de tête, mais moi, je vais faire des allers-retours sur mon écran. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau négatif? J'aurais impitoyable, que je peux surligner. J'aurais usé. J'aurais blessure. Hein, on parle vraiment bien du corps à chaque fois. Maigre. Épaules voûtées. Regard myope. Plus de cheveux et non pas plus de cheveux. Pas beau. Vilaine coquille. Donc vilaine coquille de ma tête si vous vouliez. Ah, pardon, il y a une page qui s'ouvre derrière. Cage. Grille. Excusez-moi, on parle derrière moi parce qu'en fait, je suis comme vous, je suis chez moi et donc j'ai ma famille qui vit. Alors attendez, je fais une pause de 2 secondes. Ensuite, nous avons croupir. Alors à la limite sans recours. Condamner. Contre. L'utopie, je crois que c'est à peu près tout. Voilà. Donc nous avons énormément de termes négatifs concernant son corps et ils sont plutôt situés au milieu du texte, majoritairement. Explique en ton contexte le mot condamné. À quoi est-ce qu'il fait référence? Eh bien, bien entendu, le mot condamné fait référence à l'aspect juridique. Donc ça peut être l'emprisonnement. Ça peut être aussi une condamnation à mort.
qui peut être lié donc aussi bien d'un point de vue pardon pour mes aussi bien d'un point de vue juridique que d'un point de vue médical. Moi, ce qui m'appuie surtout, ce qui me certifie dans le juridique, c'est que il y a l'idée de sans recours. Et vous savez que en juridiction, si jamais on veut parler de quelque chose, quelqu'un qui a été jugé, puis il n'est pas d'accord avec cette sanction, il peut parfois demander un recours. Donc là, j'ai deux mots qui m'amènent sur le côté juridique. Donc cette condamnation, on a vraiment cette impression que c'est comme si ça lui était venu de quelque chose de supérieur à lui et qu'il ne peut une sorte de loi et il pouvait pas trop en échapper. Voilà. Alors en quoi ce corps est-il perçu comme une douleur? Alors moi je trouve ça assez intéressant, cette idée de douleur, parce qu'on a parlé de juridique, mais si vous regardez bien, il y a des mots qui parlent vraiment de quelque chose non pas de l'ordre de la beauté, parce qu'il parle de visage maigre, épaules voûtées, etc., mais d'un corps qui est douleur. Et il emploie le mot blessure, si vous le voyez bien ici. Voilà. Donc le mot blessure, il est intéressant parce que ça montre que son corps est faillible. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait me faire penser également à cette idée de douleur? C'est le mot croupir. Alors je suis désolée de ces paroles pas très gaies, mais on est sur l'idée du corps qui donc peut être malade et qui donc peut être en train d'avoir mal et de se défaire petit à petit, comme une sorte de pourrissement. Et lui, il en est là à penser que son corps, malheureusement, par rapport à son esprit, n'est pas aussi fort et que pour lui, son corps est blessure. Son corps, par exemple, le fait de porter des lunettes à la cinquantaine parce qu'on y voit moins bien, voilà, ça peut être un moyen de se dire que le corps fonctionne moins bien. Voilà. Et donc, lui, il parle du mot blessure, ça me paraît très important. Alors, je ne note pas tout ce que je vous dis, vous pouvez prendre des notes sur ce que je dis, l'important c'est que vous ayez compris l'essentiel. Alors, comment est-ce qu'il peut y échapper? Et ça correspond plutôt à la fin du texte, et c'est assez intéressant. Il considère que pour échapper à son corps, ça serait l'utopie. Et donc, il nous parle de cette utopie, il nous dit que c'est un lieu hors de tous les lieux, mais dans cette utopie, dans cet idéal, il aurait un corps qui n'aurait pas de corps, qui serait beau, limpide, transparent, bon, très fort, bien entendu, très important, infini dans sa durée, invisible, protégé, transfiguré, c'est-à-dire au-delà de lui-même. Et il imagine presque un corps incorporel, donc un corps sans corps. Donc c'est assez étonnant, mais en fait, sa façon à lui d'y échapper, ça serait d'avoir un corps incorporel, un corps sans corps, un corps en fait qui serait, on peut peut-être imaginer un corps qui serait remplacé par de la robotique ou ce genre de choses en tout cas, ou un corps idéal dans lequel qui pourrait quand même permettre de faire passer les idées, le caractère, les sentiments, les sensations, enfin voilà. Alors qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas ça, ça dépend de chacun d'entre vous. C'est une idée qui me paraît parfaitement farfelue. Mais quand on regarde les films de science-fiction, quand on regarde un petit peu la littérature de science-fiction, etc., et puis les progrès techniques qui sont faits par la science, on peut peut-être se dire que finalement un corps remplacé par des machines, de la robotique, par tout on avance vers ça finalement. Hein. Donc on est sur quelque chose d'absurde, un corps sans corps, qui pourrait pas vieillir, mais au final, petit à petit, on est en train d'évoluer un petit peu vers ça. Alors à tort ou à raison, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est le débat qui s'ouvre. Voilà pour la première partie. La deuxième partie, on passe à un autre philosophe dont vous allez entendre parler au lycée obligatoirement, hein, puisque c'est un grand philosophe de la Constitution européenne. C'est Platon, donc c'est un philosophe antique, 383 avant Jésus-Christ. Et Platon, il a écrit de nombreux livres pour essayer de réfléchir autour de qu'est-ce que c'est que la vérité, qu'est-ce que c'est que la vie, enfin tout ça. Et notamment, là on a un extrait du Phédon, mais bon, il y en a d'autres que vous allez rencontrer plus tard. Et à l'intérieur de ces essais philosophiques, Platon, il invente un personnage qui s'appelle Socrate, donc Socrate qui a vraiment existé, un philosophe. Mais là, il s'agit du personnage de Socrate, et Socrate qui discute avec ses disciples, et tout en discutant avec ses disciples, il fait naître chez eux des idées, des pensées, il les fait accoucher de la vérité. C'est pour ça qu'on va parler de la maïotique platonicienne. Alors Socrate,
Tant que nous aurons notre corps et que notre âme sera embourbée dans cette corruption, jamais nous ne posséderons l'objet de nos désirs, c'est-à-dire la vérité. Car le corps nous oppose 1000 obstacles par la nécessité où nous sommes de l'entretenir. Et avec cela, les maladies qui surviennent troublent nos recherches. D'ailleurs, il nous remplit d'amour, de désirs, de craintes, de mille imaginations et de toutes sortes de sottises, de manière à ce qu'il n'y a rien de plus vrai que ce qu'on dit ordinairement. Que le corps ne nous mène jamais à la sagesse. Car qui est-ce qui fait naître les guerres, les séditions et les combats? Ce n'est que le corps, avec toutes ses passions. Et il est donc démontré que si nous voulons savoir véritablement quelque chose, il faut que nous abandonnions le corps et que l'âme seule examine les objets qu'elle veut connaître. Platon le fait donc. Alors c'est très intéressant, d'autant plus qu'aujourd'hui on est sur une question du corps, avec ce confinement. C'est le rapport entre est-ce qu'on peut connaître la vérité ou pas, et qu'est-ce qui connaît la vérité, le corps ou l'esprit. Et donc, on va voir à travers les questions ce qu'en pense vraiment Platon. Alors déjà, qu'est-ce que le corps apporte de néfaste à l'homme? Eh bien, on a l'impression qu'à l'intérieur de son texte, il va nous parler de corruption, de choses qui nous corrompent, qui nous détournent de la vérité. Il va nous parler également de quelque chose qui nous éloigne de la vérité par les désirs. Donc le désir, pour lui, c'est quelque chose de néfaste et qui naît directement du corps. Le corps, c'est également des obstacles. Alors ces obstacles, il faut imaginer qu'il parle des maladies, mais pas que. Il parle de l'amour, des désirs, des craintes, des imaginations, etc. En fait, ce que nous dit ici Platon, c'est que le corps, par ses désirs, par ses souhaits, par ses pulsions, son émotivité, ses sensations, etc., nous oppose à la réflexion. Et donc, pour lui, l'amour, le désir, les craintes ne sont pas des choses positives. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société, on dit il faut chercher le bonheur, il faut se faire plaisir, etc. Mais chez Platon, on est plutôt sur l'idée de la connaissance et du savoir avec un S majuscule et surtout de la vérité. Connaître la vérité avec un S majuscule. Alors à savoir si un jour on l'atteindra, mais en tout cas c'est un des buts. Donc les désirs, les amours, les passions, nous empêche de réfléchir, de nous épanouir, etc., etc. En gros, on est trop relié à notre corps et à cause de lui, eh bien, on ne peut pas avoir du recul. Hein. Et il va jusqu'à nous dire qu'est-ce qui fait naître les guerres, les séditions, les combats, c'est le corps, c'est ses passions, c'est-à-dire le fait de désirer autre chose. Eh bien, pour lui, c'est pas l'esprit qui désire, mais c'est les pulsions corporelles. Alors aujourd'hui, je saurais pas trop vous dire s'il a raison ou tort, parce que est-ce que l'avidité, le fait de trop vouloir et de pas de vouloir pour soi et pas pour les autres, etc. Est-ce que c'est une volonté du corps ou une vue de l'esprit? Ça, je ne saurais trop vous dire. Mais en tout cas, c'est intéressant d'y réfléchir. Donc voilà, lui, bon, j'ai pas fait 3 lignes, mais en tout cas, vous avez compris l'essentiel. Alors, qu'est-ce qui s'oppose au corps? Pour lui, c'est l'esprit. L'esprit, c'est pas quelque chose pour Platon qui va avec le corps. C'est deux choses complètement différentes. Et cet esprit, pour lui, va le permettre de connaître la vérité. À savoir, est-ce qu'il faut vraiment détacher notre corps de notre esprit? Ça, c'est une bonne question. On voit bien que quand on abandonne notre corps, qu'on essaye de le faire taire, on fait pas forcément très bien. Donc, en tout cas, voilà, dans cet extrait, ce qui est très intéressant, c'est que dans le premier, celui de notre premier philosophe, Foucault, on était sur l'idée que le corps, il le subissait, que le corps, pour lui, c'était vraiment quelque chose de désagréable, mais qu'il aimerait imaginer un corps sans corps. Pour Platon, lui, c'est de dire que le corps est blâmable, alors qu'il faudrait le faire taire, presque, pour n'être qu'à l'esprit, où il faudrait que le corps soit qu'un objet qui nous permette de nous promener, de nourrir notre cerveau, etc., mais en tout cas pas un objet sur lequel on devrait passer trop de temps. En tout cas, c'est ce qu'on comprend ici. Alors après, il a écrit d'autres choses, c'est intéressant également. Je vais couper cette vidéo ici et vous allez trouver la partie 2 juste après.